pouvez pas en parler. Deuxième question, Zoom. Je crois qu'en Europe, il y a eu un débat il y a il y a 6 mois sur le développement de moyens de communication entre les autorités de police beaucoup plus protégés. Je ne sais pas si c'était ça le sens de la question. Tout le monde, même au sein des autorités de sécurité, aujourd'hui indique avoir utilisé des moyens de visioconférence sans franchement s'être préoccupé de la cybersécurité de ça. Oui, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, nous n'utilisons pas Zoom, ou alors c'est vraiment pour pas que Zoom, des colloques, c'est plutôt des choses plus sécurisées, mais le sens de la question, c'est que nous devrions développer un système beaucoup plus protégé. Et puis avoir des outils européens et aussi des protections particulières aujourd'hui. Parce que même si entre nous, éventuellement, si on était en visioconférence, on utilisait un moyen sécurisé, 2 jours après, moi je vais utiliser Zoom, et vous aussi, vous allez utiliser Zoom avec autre chose. Donc à la fin, on s'est ouvert. Oui, mais je partage votre préoccupation. Je n'ai pas tout à fait la solution à offrir, parce que ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont développer. Enfin, on peut développer un système entre les polices, mais pour le grand public, je pense que c'est le marché qui doit le faire. Sur la question de la quadrature du net, faut-il changer le droit européen ? J'avoue que j'ai besoin d'encore un peu de temps, parce que c'est des arrêts très compliqués. Je me suis beaucoup mobilisé avant Télé2 et après Télé2. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens, en ce compris à la Cour de justice. Télé2 m'a posé un vrai problème, je l'avoue. Je trouve que c'était une interprétation... Le sens de l'arrêt était techniquement problématique et à mon avis, allait trop loin. Mais peut-être qu'après 13 ans dans mes fonctions, je suis devenu trop sécuritaire. Je suis pourtant le co-rédacteur de la Charte des droits fondamentaux. Mais il semble que cet arrêt ouvre certaines portes, et notamment sur la question du terrorisme et la question des menaces pour la sécurité nationale. Et donc, quand il y a une menace sérieuse, grave, pour la sécurité nationale, et par sécurité nationale, c'est le domaine du renseignement, et notamment le terrorisme, on pourrait prévoir une rétention généralisée pour une certaine période, qui doit être strictement proportionnelle à la nécessité, dit la Cour, de rétention des métadonnées. Donc, c'est une petite ouverture. Ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que ça voudra dire qu'on ne pourra pas utiliser cela comme preuve dans les procédures? Est-ce que c'est simplement en renseignement, donc pour faire de la disruption? Oui, mais ce n'est pas si clair. Et est-ce qu'il faudrait que l'Union européenne consacre ça dans une législation? À titre personnel, je vous dirais oui, mais je serais étonné que la Commission prenne cette initiative. Parce que, justement, la sécurité nationale, ça pose un problème de compétence, et la France est particulièrement vigilante à ce que l'Union européenne n'intervienne pas dans les domaines de sécurité nationale. Il y a tout un débat sur la question de savoir si l'article 4.2 du traité sur l'Union européenne est répartiteur de compétences ou pas. J'ai toujours développé l'hypothèse que ce n'était pas de la répartition de compétences, c'était plutôt une indication de tendance. La Cour de justice a considéré qu'elle n'était pas liée par ce que plusieurs pays considèrent comme une réserve de compétences. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez fondamental dans l'arrêt. Mais aussi, je pense qu'un débat sur cette question au Parlement européen, je dis, le retrait de contenu, c'est un parcours santé. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà tellement de compétences dans l'Union européenne que vouloir mettre la sécurité intérieure hors de compétences de la Commission, c'est une erreur? Sécurité nationale. La sécurité intérieure de l'Union. Ça s'appellerait de longs débats. La sécurité intérieure est une compétence partagée entre l'Union et les États membres maintenant. La sécurité nationale, l'article 4.2, les grands États, mais même plus que les grands États, considèrent que l'Union n'a pas de compétence en matière de sécurité nationale, donc en matière de renseignement. À titre personnel, je ne partage pas cet avis, comme juriste, mais politiquement, il n'y a pas d'appétit pour le faire. Et donc, moi, je m'incline devant... moi, je suis là pour aider les États à être plus performants, donc je ne vais pas aller me battre contre une volonté inverse des États. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels, progressivement, même les services de renseignement ont de plus en plus besoin de législation européenne. Le chiffrement est la bonne explication, parce que le chiffrement, c'est aussi un défi pour les services de renseignement. Un point que nous n'avons pas évoqué, à un moment donné, la France poussait beaucoup l'idée d'avoir, au niveau européen, un TFTP, un Terrorist Financing Tracking Programme. Nous avons, vous connaissez les affaires SWIFT, etc. C'est du renseignement. Hein. Les données qui sont collectées sur les messages SWIFT
Ce n'est pas de l'information policière, c'est du renseignement. Et je me suis toujours dit, mais comment est-il possible que l'Union européenne puisse conclure un traité dans le domaine du renseignement en négociant avec le Trésor américain pour l'échange de données de renseignement. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être blanc ou noir. Je pense que la volonté des services de renseignement de travailler, et ils travaillent extrêmement bien et de plus en plus ensemble en dehors de l'Union, et ils ont leurs contraintes, il faut les respecter. Je crois qu'il ne faut pas s'interdire, lorsque c'est nécessaire, une législation européenne qui peut les aider aussi. Ça peut être le cas du chiffrement, ça peut être le cas du TFTP européen, etc. ETIAS, je préférerais vous envoyer un petit état des lieux par écrit. Je vous avoue, je n'ai pas le tout dernier état, mais c'est en train de progresser convenablement. Ça va être un outil extrêmement intéressant et qui force Frontex et Europol à travailler ensemble pour établir des listes de personnes qu'on ne veut pas voir entrer sur le sol européen. Sur la liberté de circulation, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Il y a quelque chose que je dois creuser moi-même, mais là ça devient un peu théorique, mais c'est porteur de sens politique. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure que la libre circulation était inscrite dans le traité communautaire par l'acte unique, lorsque Jacques Delors a obtenu la définition du marché intérieur, qui est là où il y a liberté de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Mais à l'époque, on n'avait pas de compétences pour faire la libre circulation des personnes, puisque pour définir les mesures compensatoires, il n'y avait pas de compétences de la communauté. On a intégré Schengen dans l'Union, et donc l'acquis qui s'est développé pendant une vingtaine d'années, et on continue de développer les mesures compensatoires, donc l'acquis de Schengen, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais entre-temps, le traité de Lisbonne a défini l'espace de liberté, de sécurité et de justice comme un espace sans contrôle intérieur, où il y a libre circulation des personnes. Et il y a progressivement une coïncidence de plus en plus forte entre le projet Schengen, qui était intégré dans l'Union, et le projet d'espace. C'est un peu théorique ce que je dis, mais quelle est la conséquence? Ça veut dire qu'on pourrait élargir beaucoup plus les mesures compensatoires. Par exemple, Europol, est-ce que c'est une mesure compensatoire de la suppression des contrôles aux frontières intérieures? Pour le moment, non, mais ça pourrait le devenir si on faisait coïncider les deux projets. Le mandat d'arrêt européen, je suis moi-même le co-négociateur de ce mandat d'arrêt européen, et à l'époque, on s'était posé la question de savoir est-ce que c'est un développement de l'acquis de Schengen? Parce que le mandat d'arrêt européen remplace le chapitre extradition de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Donc ça paraît assez logique. Notre service juridique a dit non, c'est un changement de nature et ce n'est pas un changement de degré. Et donc, ce n'est pas un prolongement de l'acquis de Schengen. À l'époque, la vraie raison, c'est que pour aller vite, on s'est dit c'est un peu compliqué d'inviter la Norvège, l'Islande, etc. à la négociation de cet instrument. Et donc, disons que ce n'est pas de... Mais on pourrait décider que progressivement, Schengen disparaît, que c'est l'espace qui est le concept, et que toutes les mesures qui contribuent à développer la sécurité aident à la libre circulation, compensent la libre circulation. Ça paraît un peu théorique, et je dois un peu creuser cette distinction, mais je crois qu'elle est intéressante à développer. Alors, sur la question des jeux,